Bienvenue dans le podcast L'ascenseur social. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont pris l'ascenseur social. Vous pouvez retrouver ces témoignages sur le site ascenseursocial.org ou vous abonner à ce podcast. Bonne écoute à vous. Bonjour Fatima, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Bonjour, je suis Fatima, je suis actuellement élève avocate à l'école de formation du barreau de Paris et donc je poursuis ma formation que je terminerai bientôt dans un an pour commencer ensuite ma profession d'avocate. Est-ce que tu peux nous dire de quelle région tu viens, Fatima? Alors moi j'ai grandi dans le 92, dans une petite ville assez calme. Mais avant de venir vivre ici, mes parents et moi-même vivions en Algérie. Et moi, je suis venue quand j'étais très, 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 très jeune. J'avais 2 ans et demi. Et donc voilà, j'ai grandi dans une petite ville dans le 92. Est-ce que tu peux nous parler de tes études, comment ça s'est passé au collège, au lycée, puis après tes études supérieures? Alors, donc j'ai suivi mes études classiques. J'ai fait ma primaire et dans une école assez normale. Le collège, c'était un collège qui était un peu plus difficile. En fait, pour être tout à fait transparente, j'ai fait 2 ans dans un collège qu'on appelait plutôt un bon collège. Et avant de déménager en fait de l'autre côté de la ville, je suis allée dans un nouveau collège qui était un peu plus, on va dire, difficile, où effectivement, parfois, c'était un peu difficile de pouvoir suivre en cours en fonction du comportement des élèves, et voilà. Mais j'ai quand même réussi à plutôt bien m'en sortir et à plutôt avoir des bonnes notes, plutôt quand j'ai changé de collège. Et donc, une fois mon collège terminé, j'ai fait un lycée général, le lycée de ma ville. Donc voilà, j'ai fait une seconde et puis ensuite une première et une terminale ES. Donc à la fin du lycée, moi de base, je voulais intégrer l'école Sciences Po. Donc pendant mon année de terminale, j'ai suivi à distance une prépa que ma professeure de SES m'avait conseillé de suivre. Donc en fait, c'était une prépa en ligne qu'on pouvait suivre à distance. Sauf que moi, j'étais plutôt assez inquiète, enfin pas inquiète, mais je voulais vraiment me donner à fond et me consacrer au bac. Et pareil, avoir quand même un assez bon dossier en terminale. Et en fait, j'ai pas vraiment suivi la prépa, donc j'ai pas été très sérieuse à ce niveau-là. Ça fait que 2 jours après le bac, nous passions les écrits du concours Sciences Po. Et malheureusement, je n'ai pas eu les écrits. C'était un concours qui était assez difficile et ne connaissant pas la méthode et n'ayant pas malheureusement eu les conseils pour réussir au mieux un concours de cette envergure, ça a été un échec. Donc après ça, j'ai fait l'erreur, enfin pas l'erreur, mais au moment où je faisais mes vœux pour le lycée, j'ai euh, j'ai été admise donc dans ma fac de secteur qui était Nanterre en droit. Sauf que avant ça, et étant passionnée par l'histoire, j'ai toujours voulu faire du coup des sciences politiques et la fac de Paris 1 Sorbonne proposait une double licence d'histoire sciences politiques. Et donc j'ai voulu y candidater, mais c'était sélectif. Donc je devais attendre que mon dossier soit sélectionné, etc. Et en premier vœu, donc j'avais mis histoire dans l'espoir de pouvoir finalement avoir cette double licence juste après. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu la double licence histoire sciences politiques et je me suis retrouvée en fac d'histoire à Paris 1. Donc j'ai commencé ma licence d'histoire un petit peu déprimée parce que je ne voulais pas faire de l'histoire pure, bien que c'était une matière qui m'intéressait, mais voilà, pouvoir faire des histoires sciences politiques. Et je m'en voulais un peu parce que j'avais pas vraiment écouté les conseils de ma professeure, pareil, en sciences politiques, qui m'avait dit si vous voulez faire des sciences politiques, faites du droit. Sauf que, en raison des vœux, en fait, et comme le droit était mon troisième vœu, ayant été admise à mon premier vœu, mon troisième vœu a sauté. Donc, je suis arrivée en fac d'histoire un peu,
un peu déprimée, mais je me suis dit, bon, ça va aller, on va voir ce qu'on peut faire. Et j'ai contacté l'université pour savoir si je pouvais intégrer dès la deuxième année le double parcours, histoire sociopolitique, que je voulais depuis le début. Et ils m'ont dit que pour cela, il fallait que je travaille beaucoup, que j'ai une mention à ma première année, une mention à mon bac, ce que j'ai eu une mention assez bien bac, et que là, ils réexamineraient mon dossier en fin d'année pour peut-être pouvoir intégrer en deuxième année histoire sciences politiques. Mais pour cela suivre plus de cours et notamment les matières en relation avec les sciences politiques. C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi avec entrain et vraiment assiduité le parcours. Et j'ai terminé ma première année d'histoire avec une mention assez bien d'ailleurs. Et donc j'étais quasiment sûre que je serais prise, pour tout vous dire, au double parcours. Sauf au mois de juillet, les résultats tombent et je ne suis pas sélectionnée. Et là, pour être tout à fait honnête, je commence à être en dépression parce que j'étais persuadée que je serais prise et c'était vraiment ce que je voulais faire, alors que là, ce qui s'offrait à moi, c'était une deuxième année d'histoire. Et ça a été un moment très difficile pour moi. Voilà, je suis partie voir des conseillers d'orientation. Voilà, ils m'ont dit, écoutez, dans la vie, faut savoir faire des choix. Vous avez fait des choix sans avoir de plan B. Fallait savoir ce que vous vouliez faire. L'histoire ne mène pas à la science politique. Et vous auriez pu faire du droit, etc. Et, et ça a été assez difficile en fait parce que du coup, on se retrouve un peu livré à soi-même. Et en fait, on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Et en fait, j'ai eu l'idée de regarder un petit peu les facultés de droit. Et malheureusement, tout était déjà trop tard pour se réinscrire ou se réorienter. Même dans ma fac de Nanterre de l'époque. Et là, étant désormais dépendante de Paris 1, je pouvais même plus en fait changer de fac. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai candidaté pour une formation de droit à distance qu'on appelle le CAVEJ, en me disant, voilà, je continuerai ma L2 d'histoire et puis je ferai du droit à distance. Et à côté de ça, j'ai quand même déposé un dossier de réorientation au sein de ma fac pour intégrer finalement le département de droit. Sauf que en déposant mon dossier, on m'a dit, écoutez, on ne prend personne, surtout en première année, c'est impossible, il n'y a pas de place. Et alors finalement, une fois arrivée en deuxième année d'histoire, un beau jour, au mois d'octobre, on m'appelle en me disant, oui, mademoiselle, vous êtes admise au département de droit. Donc moi, au début, je pensais que c'était le droit à distance. Et en réalité, non, c'était la faculté de droit de la Sorbonne. Et là, j'ai dû prendre une décision très rapide. Hein. On m'a dit, il faut que vous décidiez tout de suite. Est-ce que vous décidez d'abandonner votre deuxième année d'histoire et passer en première année de droit? Et j'ai réfléchi 30 minutes et je me suis dit, allez, on se lance. Et donc, je suis arrivée en fac d'histoire, en fac de droit à la mi-octobre. C'était très difficile parce que je ne connaissais personne. C'était dans un autre bâtiment, dans un autre quartier de Paris. Les amphis étaient blindés. Je n'avais aucun repère. Je suis arrivée en TD en ne connaissant rien, en connaissant aucun exercice. Mes premiers devoirs, j'avais 3 sur 20. Et je me suis dit, si je réussissais à valider mon premier semestre, je continuais, sinon j'abandonnais. Donc ça a été une période assez difficile, mais je me suis accrochée et à ma grande surprise, j'ai validé mon premier semestre de droit et je l'ai eu. Et du coup, voilà, on s'en a suivi que j'ai continué dans mes études de droit. C'était des études pas très faciles, le droit est une matière dure et exigeante, mais j'ai réussi à tenir le choc et donc j'ai eu l'occasion de partir après mon master 1 en droit des affaires à l'étranger. J'ai fait un LLM, ce qu'on appelle un Master of Laws, qui est spécialisé dans un domaine du droit des affaires en particulier. Et donc j'ai fait une partie de mon cursus à Dubaï, où j'étais en stage et en cours à l'université de Dubaï. Et une fois rentrée de Dubaï, j'ai terminé par un Master 2 spécialisé en fusion et acquisition de société. Et ensuite, voilà, j'ai passé le concours de préparation à la profession d'avocat, donc le CRPA, le concours du barreau, vulgairement appelé, que j'ai préparé pendant 3 mois intensivement avec une prépa. Donc je l'ai eu et voilà, donc là je suis à l'école d'avocat. Bravo pour ce parcours et bravo pour ce témoignage qui nous montre qu'il est possible de se réorienter même si c'est très compliqué d'après ce que tu dis. Justement, concernant ces réorientations multiples, est-ce que tu as des personnes qui t'ont aidé justement, qui t'ont donné des conseils pour ces réorientations ou tu as dû te débrouiller toute seule? Alors merci beaucoup. C'est vrai que je tiens à le dire, dans la vie,
on a l'impression que c'est très difficile, surtout quand on est dans une situation où on a l'impression que toutes les portes se ferment. C'est ce qui m'est arrivé après mon refus au mois de juillet pour la candidature en d'histoire sciences politiques. Et finalement, il faut surtout pas se renfermer sur soi-même et rester dans un cercle négatif. Il faut vraiment essayer de s'en sortir. Moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai été assez j'ai toujours eu le soutien de mes parents. J'ai beaucoup de chance d'avoir mes parents qui m'ont pas mal soutenue. Mais mes parents, voilà, ne s'y connaissaient pas plus que ça en termes de droit ou de réorientation juridique. Mais voilà, j'ai toujours eu leur soutien pour essayer de pas sombrer dans la dépression ou dans le drame. J'avais eu des conseils donc de ma professeure de sciences économiques quand j'étais en terminale, qui m'avait elle conseillé de faire du droit, et c'est en me souvenant ce qu'elle m'avait dit en terminale que j'ai eu l'idée à la fin du coup de ma première année d'histoire de regarder un petit peu les facultés de droit. Et voilà, j'avais passé des rendez-vous avec des conseillers d'orientation. Pour ma part, ça n'a pas été extrêmement porteur, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'étais un peu découragée, mais il faut pas hésiter à se renseigner. À Paris, on avait un centre d'orientation qui nous permettait de vraiment avoir des informations sur toutes les formations possibles et existantes, et de pouvoir voilà, vraiment voir quelles sont toutes les facs qui existent. Et c'est à ce moment-là, en faisant mes recherches dans le centre d'orientation, que j'ai vu qu'il y avait une formation de droit à distance qui s'appelle CAVEJ, que je devais faire de base. Donc voilà, j'ai été aidée, on va dire, par les outils mis en œuvre par l'université, mais aussi voilà, par les conseils dont je m'étais souvenue de ma professeure de terminale. Merci. Fatima, tu nous as dit que tu étais arrivée à l'âge de 2 ans et demi en France. J'imagine que ça n'a pas dû être simple pour tes parents, cette arrivée en France. Alors oui, les circonstances dans lesquelles mes parents sont arrivés sont un peu spéciales. C'est vrai que mes parents sont arrivés, voilà, j'avais ma petite sœur en fait qui était malade, et donc c'était en fait ça la raison principale de l'arrivée de ma famille en France. C'était pas du tout un départ qui était prévu initialement, et donc ça a été une arrivée un peu difficile, et voilà, devoir tout reconstruire ici avec des enfants en bas âge, ça n'a pas été évident pour eux. Et donc c'est vrai que au début c'était assez difficile pour nous tous. Et donc voilà, donc on va dire que en étant très jeune, je savais que voilà, c'était un peu difficile. Parfois voilà, mon père partait et revenait parce que voilà, il devait enfin le temps d'installation partir, revenir, s'occuper des affaires en tout cas qu'il avait là-bas, et pour revenir ici. Même nous, parfois, voilà, on partait quand même en été, on revenait, on était parfois un peu perturbés et tout en revenant, mais voilà, en grandissant, on a réussi à vraiment euh, pouvoir s'adapter et vraiment se conformer à tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément évident, notamment pour mes parents. Merci Fatima. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à un jeune qui vient plutôt d'un milieu modeste, qui a envie de réussir? Alors le conseil que je donnerais, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est ne jamais abandonner ou ne jamais croire que tu n'es pas assez bien pour accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Il faut partir du principe que on a de la chance, malgré le fait que bien sûr sociologiquement ça peut être difficile de pouvoir accéder, on peut penser que ça peut être difficile de pouvoir accéder à telle ou telle profession, ce qui est vrai en pratique. Mais le fait est qu'on est dans un pays où l'école est quand même la même pour tous, et tout le monde part sur à peu près, on va dire, une base égale, si je puis me permettre d'utiliser ce terme, en termes de formation scolaire, du moins du collège au lycée. Donc à partir de ce moment-là, il faut en fait, il faut se fermer aucune porte. Il faut foncer. Il faut pas hésiter à poser les questions. Il faut pas hésiter à être curieux. Il faut pas hésiter même si ça prend du temps, même si on a l'impression de déranger en posant des questions, mais en fait on ne dérange pas, puisque les personnes qui sont là pour aider les autres en termes d'orientation, en termes de conseils, le font avec plaisir, et c'est leur rôle aussi. Il faut pas hésiter en fait à poser des questions à vos professeurs avec qui vous avez de l'affinité.
dans tous les centres et dans tous les accueils un peu socioculturels où vous avez des conseillers qui peuvent voilà un peu vous orienter et vraiment y aller à fond. Donnez-vous les moyens de réussir. Il faut pas du tout se fermer de porte. Il faut toujours se dire que dans la vie, quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir avec beaucoup de travail. Faut pas se le cacher non plus. On n'a rien sans rien. Et le travail, c'est la clé. C'est-à-dire que moi, je l'ai pu le voir au terme de mes études de droit. Ça a été des études très exigeantes, très difficiles. Et quand on voit que dès qu'on travaille beaucoup et qu'on n'arrive pas forcément à avoir des notes exceptionnelles, alors que quand on se compare avec d'autres personnes, voilà, des gens qui arrivent à avoir des 14 très facilement, et ben en fait, le secret, c'est le travail. C'est-à-dire que vous pouvez être né dans un milieu, on va dire, assez modeste et partir avec certaines un certain retard en termes de chance d'aboutir à tel ou tel poste parce que du fait de votre milieu. Mais en travaillant avec acharnement, on peut vraiment réussir à combler et gommer ces écarts. Donc ne jamais abandonner et se donner les moyens de réussir. Merci Fatima. J'ai juste une dernière question. Donc du coup, tu seras normalement avocate dans un an. Tu vas te spécialiser en droit des affaires et fusion-acquisition, c'est ça, ou un autre domaine? Oui, tout à fait. Je suis spécialisée en droit des affaires, donc plus particulièrement en droit des sociétés et sur les opérations de société, en fusion et acquisition de société. Mais on va dire que ma pratique, ma spécialité comprend vraiment tout ce qui est corporate globalement et effectivement les opérations assimilées, donc les opérations de fusion et acquisition. Merci. Une, une dernière question finalement. L'autre, c'était pas la dernière. Est-ce que tu as eu des expériences professionnelles, tu as eu des stages? Est-ce que ça a été important pour toi, ces stages, si tu en as eu? Oui, alors j'ai fait pas mal de stages. Les stages sont très très importants dans le domaine du droit, puisque on va travailler dans une profession qui est très pratique et finalement, si on n'a pas d'expérience, c'est très compliqué de pouvoir déjà d'une part avoir des masters 2, puisque les études de droit en plus d'être difficiles sont sélectives et il faut pouvoir justifier voilà, quand on candidate à tel ou tel master 2, il faut pouvoir justifier pourquoi on candidate là. Donc un stage est important en la matière. Et même dans le cadre de nos études, nous devons faire des stages, notamment en master 2, mais on peut en faire avant. Il y a également des programmes d'alternance. Donc j'ai fait plusieurs stages dans des cabinets d'avocats. Euh, j'ai également travaillé en étant jeune j'ai fait pas mal de babysitting, voilà, quand j'ai commencé, voilà, quand j'avais 15 ans, j'ai fait pendant au moins 5 ans, 5-6 ans du babysitting et voilà, on va dire que j'ai toujours travaillé depuis mes 15 ans au parallèle de mes études. Donc ça aussi c'est possible hein, de travailler au parallèle de ses études parce que c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir financer ses études tout seul. Et voilà, la nécessité de travailler, c'est tout de suite posé, en tout cas pour moi. Donc vous pouvez vraiment allier les deux, il faut juste toujours quand même pouvoir s'accorder le temps de, euh, de travailler à côté, enfin d'étudier. Et ensuite, après mes babysitting, j'ai travaillé pendant, pareil, 5 ans dans une agence d'événementiel. Donc au début en tant qu'hôtesse. Et plus le temps est passé, plus je suis passée en tant que responsable euh, pour tout ce qui était partie dressing et on va dire style de l'agence, en tout cas dans la mission d'événementiel. Donc ça a été là aussi une belle évolution et ça a été aussi une expérience que j'apprécie beaucoup parce que voilà, ça m'a apporté un peu le goût du travail et voilà, c'est pas toujours évident d'aller travailler, d'aller devoir porter un uniforme, se maquiller, etc. Mais voilà, on sait pourquoi on le fait et allier les deux, études et travail, c'est pas toujours facile, mais pour moi ça a été quand même nécessaire pour me définir et c'est en ça que je me considère comme étant quand même quelqu'un de ces travailleurs parce que voilà, j'ai pu expérimenter vraiment le monde du travail de différentes manières. Merci Fatima. Donc si je comprends bien, dans un an, il faudra qu'on t'appelle maître. Est-ce exact? Oui, j'espère. Ok, donc on se donne rendez-vous dans un an, maître, enfin futur maître. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très inspirant. On a beaucoup appris sur la réorientation, comme quoi il est toujours possible de se réorienter, même si c'est très difficile. J'espère que ce témoignage servira à nos auditeurs.
J'espère aussi, hein, merci beaucoup de m'avoir écouté et vraiment le seul mot de la fin que j'utiliserai pour tous les auditeurs, euh, vraiment croyez en vos rêves. Merci Fatima, à très bientôt. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur les différentes plateformes comme iTunes, Deezer, etc. pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou l'association L'Ascenseur Social, contactez-nous via le formulaire de contact sur le site ascenseurssocial.org. À bientôt pour un prochain épisode. Pour nous aider, invitez vos amis à écouter ce podcast. Faites écouter ce podcast à des jeunes et dites aux personnes autour de vous qui ont pris l'ascenseur social de nous contacter afin que nous puissions les interviewer. Un grand merci à vous, à très bientôt.